je voudrais remettre les choses dans leur contexte parce qu'on a eu quand même des chercheurs qui sont des universitaires avec Georges, avec Éric Collier, et ce n'est pas mon cas. J'ai entrepris des études au Langso il y a bien longtemps maintenant, ça remonte à 1995. J'y ai usé quelques caleçons parce que j'étais pas un très bon élève au départ. Et du coup, j'ai été jusqu'au Master 1 que j'ai pas validé, que j'ai pas fait, clairement. Mais qui m'intéressait déjà pour faire de la recherche. En tout cas, c'était ce que j'aurais bien aimé faire sur l'histoire des arts martiaux. Et à l'époque, c'était un domaine qui était pas du tout entrepris, en tout cas en Occident, parce qu'en Chine, évidemment, il y avait déjà avec Gu Yoxin, Tang Rao, il y avait déjà des publications qui avaient été faites, qui étaient vraiment avec des études de terrain qui étaient très intéressantes. Et c'était pour ça que moi, ça m'intéressait d'ailleurs. Et à l'époque, à l'INALCO, donc aux langues orientales, j'avais un professeur qui était Monsieur André Kneb, et qui est toujours un calligraphe et un spécialiste de l'histoire de la calligraphie et de l'art pictural chinois, qui m'avait dit si tu veux faire un master là-dessus, il faut absolument que tu demandes à Catherine Despeux, parce que c'est elle la spécialiste pour tout ce qui touche à l'art martial, etc. Et puis à l'époque, effectivement, Catherine Despeux l'avait accepté, et elle m'avait dit si vous voulez faire quelque chose sur les arts martiaux, c'est une très bonne idée. Contentez-vous d'un style unique et récupérez toute la documentation que vous pouvez et faites quelque chose sur cette école de boxe. Et j'avais choisi le Xinyichuan. J'avais commencé à faire mes recherches, j'avais commencé à acheter mes bouquins, et puis j'ai complètement abandonné mon master. Et des années après, il y a Laurent Cherkop-Reyes qui m'avait gentiment contacté il y a des années, parce qu'il avait trouvé mon blog super. Il m'avait dit j'adore ce que tu fais, j'aimerais bien pouvoir faire la même chose. Et je lui avais dit écoute, vas-y, étude de chinois, et puis lance-toi dans la recherche. Et puis il s'est lancé tellement bien que maintenant il est en postdoc, et qu'il a publié une thèse de doctorat sur le sujet que moi j'aurais bien aimé faire. Et qu'il a super bien fait, hein, franchement. Voilà, donc ça c'est une de mes petites, comment dire, un de mes petits bonheurs de savoir qu'avec mon petit degré de publication, j'ai créé des vocations, parce que Laurent il en parle souvent, et moi voilà, j'aurais bien aimé faire la même chose que lui, c'est lui qui l'a fait pour moi. Alors, on va parler de l'histoire des arts martiaux chinois. Donc comme je vous disais, je ne suis pas chercheur, j'ai fait des recherches un petit peu. Comme j'ai été à l'université et que j'ai étudié un petit peu la sinologie, du coup je me suis intéressé évidemment à des ouvrages sérieux, parce que dans les arts martiaux, il y a beaucoup d'ouvrages qui parlent de l'histoire des arts martiaux, mais malheureusement, souvent, on parle de l'histoire des arts martiaux telle qu'elle est décrite dans la tradition du style qu'on étudie ou de l'école qu'on étudie, à savoir c'est une tradition orale qui est, on va pas dire qu'elle est pleine de déformations, mais on va dire que l'histoire orale est quand même une histoire qui va dans le sens souvent de l'école qui la raconte. Donc on dit toujours l'histoire, il n'y a pas une histoire, il y a plusieurs histoires en fonction de l'interprétation qu'on veut lui donner. Et c'est toujours très difficile de savoir en réalité, par rapport aux études de terrain, par rapport aux recherches, qu'est-ce qui est légitime et qu'est-ce qui ne l'est pas. Alors, quand je dis légitime, c'est-à-dire il y a beaucoup d'histoires qui ont été inventées, et surtout des histoires de type mythologie, parce que c'est comme ça que la transmission orale se fait en Chine. Pas uniquement pour les arts martiaux d'ailleurs. Donc, quand on parle de l'histoire des arts martiaux, on aimerait bien faire un aperçu un peu général, parce que c'est ce qui permet également de comprendre l'histoire des arts martiaux d'Extrême-Orient dans sa globalité, étant donné que les arts martiaux qu'on retrouve aussi bien au Japon, en Corée, que même dans une partie de l'Asie du Sud-Est, ont quand même pour origine et pour source l'Empire du Milieu. Hein. C'était vraiment la civilisation qui rayonnait dans toute l'Asie à l'époque, et qui a influencé toutes les autres cultures qui se trouvent autour. Donc en Chine, pour ce qui est des origines, vraiment des sources historiques les plus anciennes, en réalité, voilà, c'est justement là que ça devient un problème, parce qu'on dit toujours l'art martial qu'on fait ou qu'on pratique, il est très ancien, et on imagine que c'est vraiment des pratiques ancestrales, etc. Et en réalité, on s'aperçoit que les pratiques que nous avons aujourd'hui sont en réalité assez récentes. Alors ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas subi des influences, au moins d'un point de vue culturel, d'autres pratiques qui étaient plus anciennes, mais arriver à considérer qu'il y a un véritable lien, c'est beaucoup plus, on pourrait dire, douteux. Alors, on peut dire que les premières traces de l'art martial en Chine, elles remontent aux premières traces de la civilisation chinoise, parce que dès l'âge de bronze, on trouve évidemment des épées, on trouve des hallebardes, et surtout, on trouve le fameux ge, qui était l'arme emblématique de la culture chinoise,
qui est une sorte de hallebarde à crochet, en fait, hein. Donc ça fait une pointe comme ça, avec un espèce de crochet comme ça en cercle, et qui est vraiment une arme caractéristique de la civilisation chinoise, tant et si bien que le terme qui définit le mot martial, hein, donc guerrier martial, Wu, qu'on connaît tous, parce que c'est le Wu de Wushu, c'est le Wu de la vertu martiale, Wu de, etc. etc. Le caractère, en fait, c'est ce fameux ge, cette fameuse hallebarde crochet ge qu'on retrouve avec, en dessous, il y a un pied. Et donc, là, on va trouver des interprétations différentes du terme Wu, parce qu'en fait, il y a, souvent, on entend un discours en disant le terme Wu ne parle pas justement de guerre, il parle de faire la paix. On dit, parce que le je, le pied, en fait, la clé qui est en dessous, signifie dans le chinois moderne une clé pour indiquer l'idée d'arrêter. En fait, c'est un pied qui s'arrête, hein, et donc c'est l'idée de stopper. Donc on a dit souvent, c'est pas la guerre, en réalité, c'est arrêter la hallebarde, c'est stopper la lance, c'est arrêter les conflits. Et là, on peut se poser la question, parce qu'en réalité, quand on regarde vraiment les premières traces du caractère, alors je vais vous citer un petit passage en fait qu'on trouve dans le. Alors le Shouen Tietze, c'est un des plus, enfin c'est le plus ancien dictionnaire. On trouve vraiment l'origine des caractères en Chine. Et quand on parle du caractère Wu, il y a une citation en fait sur un événement qui est intéressante. On dit le roi Zhong du royaume de Chu dit l'empereur Wu. Alors l'empereur Wu, il faut savoir que dans toutes les dynasties chinoises, il y a un empereur Wen et un empereur Wu. L'empereur Wen qui est celui qui va amener l'éducation, qui va amener, et puis l'empereur Wu c'est un empereur guerrier. Donc le Wen et le Wu c'est les deux, le pendant et le tenant en fait, hein. D'un côté on a la culture et d'un autre côté on a l'art martial, à savoir d'un côté c'est la culture littéraire etc. qui va rendre des intellectuels et d'un autre côté on a des guerriers qui sont des gens d'action. Et on pourrait dire, comparer ça un petit peu à ce qu'on a dans notre culture quand on parle un corps sain dans un esprit sain, quelqu'un qui est à la fois capable de prouesse physique et à la fois de prouesse intellectuelle. Donc, le roi Zhong du royaume de Chu dit l'empereur Wu termina son œuvre lorsqu'il rangea les armes. Et en parlant des armes, on utilise le caractère donc du god de la hallebarde. Et c'est pourquoi on utilise arrêter, ou plutôt déposer les hallebardes pour écrire le caractère guerrier, guerre Wu. Et donc dans cette citation, je pense qu'en fait il y a quelque chose qui est intéressant à noter, c'est que l'idée de arrêter en fait, de stopper, de déposer les armes, je pense que c'est, alors on parle de l'empereur des Zhou, hein, il y a une volonté en fait de retirer cette connotation un peu négative en fait à cet empereur en disant en fait il n'a pas fait que la guerre, quoi. Alors que si on prend l'analyse de ce petit élément là, le pied, en réalité, à l'époque où le caractère commence à exister, c'est plutôt l'idée d'avancer, de marcher, et en réalité, c'est plutôt quelqu'un qui avance avec une hallebarde, donc c'est vraiment l'idée d'aller au combat, quoi. Donc l'interprétation qui dit, voilà, en fait, c'est pas vraiment arrêter, c'est pas vraiment faire la guerre, c'est plutôt arrêter, ça c'est une interprétation peut-être qui est un petit peu en suivant en fait cette phrase du Shouen Tietze, et voilà, elle est discutable. Alors après, on a d'autres, on parle de Wushu évidemment, hein, l'art martial, mais on parle également de Wu Yi, bon c'est pareil, hein, Yi c'est l'art, donc c'est également l'art de la guerre, ou talent plutôt aptitude à faire la guerre. Alors, quand on compare en fait l'art martial à main nue qu'on voit en fait de nos jours, et qui a vraiment, on va dire quelque chose qui est très récent, hein, parce qu'on peut parler de un lien entre ce qu'on fait aujourd'hui et voilà, c'est peut-être fin du 19e, début 20e. Donc on a un lien qui est quand même. Alors attendez, la moindre importance, on va dire, qu'on va avoir dans l'histoire de cette idée de Wu, en fait, hein, de guerrier, bah, c'est tout simplement parce qu'à l'époque, on fait beaucoup la guerre, on a beaucoup de guerres sur les champs de bataille, etc. Et puis, c'est quelque chose qui sert, en fait, beaucoup, et plus on va aller vers une époque moderne, et entre guillemets, moins ça va servir. Alors, on a eu des conflits dans l'histoire de l'humanité dès le début, hein. Donc l'art martial, même le plus primitif, il utilisait des outils, et souvent on a une idée en fait de l'art martial à main nue qui est une forme qui permet de comprendre le maniement des armes, alors qu'en réalité c'est plutôt le contraire, c'est plutôt le maniement des armes qui a amené à la pratique à main nue. La pratique à main nue, elle n'a jamais vraiment eu une véritable utilité dans l'histoire de l'art martial. Alors on trouve quand même des traces écrites, qui permet d'attester du combat à main nue dans les époques déjà des royaumes combattants. Donc, le royaume combattant, c'est 5e siècle au 3e siècle avant Jésus-Christ.
Et du coup, la plus ancienne expression qu'on va trouver à l'époque, c'est une expression qui a été utilisée, alors je ramène de l'eau à mon moulin, par le fondateur du Yichuan, c'est Didi en fait, ça veut dire dextérité dans le combat. Dextérité au combat, et ça c'est Xunzi, donc c'est 4e siècle au 3e siècle avant Jésus-Christ, et c'est une expression qui a été complètement après tombée en désuétude et qui a été réutilisée par le fondateur du Yichuan en disant il aimait bien aller rechercher des traces anciennes, il a repris cette expression, mais en réalité il n'y a pas de lien avec le Didi de l'époque. Donc, quand on parle des techniques à main nue de l'Antiquité, alors là, je vous cite un petit peu les recherches qui ont été faites par Peter T. Lorch, qui a publié un super bouquin, donc History of China Martial Art, des origines, je vous dis à moitié en anglais, moitié en français, l'histoire des arts martiaux chinois, des origines au monde moderne. Et on a effectivement des techniques de lutte et de pugilat qu'on peut considérer comme, on va dire, un prémisse de ce qu'on a aujourd'hui dans la boxe, en fait, la boxe chinoise, et qui est en réalité plus utilisée pour pouvoir faire des combats sans s'infliger de blessures trop sévères. Parce que le guerrier à l'époque, il va au champ de bataille et l'idée, c'est pas de faire mal à l'adversaire, c'est de survivre, donc il faut, soit on arrive à le tuer, soit on va peut-être se faire tuer. Alors, sur les champs de bataille, à l'époque des Zhou, il n'y a pas beaucoup de combats tels qu'on peut l'imaginer aujourd'hui. En réalité, c'est beaucoup des combats avec des chars. C'est quelque chose qui arrive un petit peu plus tard, en fait, ce type de combat. Et pour ce qui est de l'art à main nue, donc quand on parle de la boxe, on a une expression à l'époque et une pratique dont on sait peu de choses, qui a été repris en France par un monsieur qui pratiquait longtemps la lutte chinoise et qui a recréé un petit peu quelque chose qui pense être similaire à ce qui se faisait à l'époque, qui s'appelle Shoubo. Alors Shou c'est la main et Bo c'est la lutte. Et on pourrait donc dire lutter avec les mains. Alors il n'y a pas de traces écrites qui sont parvenues jusqu'à nos jours. On sait qu'il y a des textes qui existaient à l'époque, mais en réalité ils ont été perdus. Et on sait que ce sont des méthodes d'entraînement qui leur permettaient donc de se mesurer à leur adversaire dans des moments, on va dire, de pratique plus sous forme de jeu et d'entraînement. Il y en a beaucoup qui comparent aujourd'hui le Shoubo de l'époque, dont on ne sait pratiquement rien, avec le pancras grec, qui est un petit peu ce qui serait effectivement l'équivalent. Et même certains vont jusqu'à le comparer avec le MMA d'aujourd'hui en disant c'était pas dans le sens MMA, dans le sens un ensemble, en fait un ensemble de techniques qui sont réunies, mais plus dans le sens du combat où en réalité on peut utiliser aussi bien les poings que les pieds, que les coudes, que les projections, que le combat au sol, etc. Et donc, il faut savoir que les pratiquants de Shoubo étaient tous des militaires aguerris avec déjà une expérience du champ de bataille. Alors, on peut imaginer un petit peu ce que donnait ce genre de pratique. Il y a d'autres pratiques qui sont attestées de combats, alors avec des casques à cornes, avec même des animaux. On parlait des combats contre des ours auxquels on avait retiré les griffes et les crocs. Ce sont des pratiques dont on a certaines citations dans des textes, mais on n'a pas beaucoup en fait de détails sur ce que c'était exactement. Alors, le premier texte qui fait mention à cette pratique, en fait, quand on parle du Shoubo, c'est un texte qui s'appelle le Commentaire de Gongyang, et ça se trouve dans les Annales Printemps et Automne. Et donc, en fait, ça relate un incident qui serait survenu au 7e siècle avant Jésus-Christ. Et donc, la phrase dit Zhe Changwan, un officiel du duc des mines des Song, frappa le duc à la mâchoire. Le duc perdit plusieurs dents et mourut. Sa nuque avait été brisée par la frappe. Donc on vous laisse imaginer un petit peu quel genre de pratique à main nue avaient les types qui allaient au champ de bataille à l'époque. Quand ils frappaient un mec, ils lui brisaient la nuque d'un coup. Alors je ne sais pas si on peut comparer nos pratiques d'aujourd'hui avec les... Parce que même un type comme Tyson, bon, je pense qu'il est capable de briser une nuque, mais il va falloir quand même qu'il ait vraiment la volonté de le faire. Là c'était un accident, il n'a pas fait exprès. Alors... Donc, comme je dis, il existe quand même peu de traces sur cet art martial. Et sur le plan historique, donc, on sait en tout cas que l'art martial s'est développé avant tout dans le cadre militaire. Parce que l'art martial, c'est avant tout l'art de la guerre. Et la guerre, c'est quoi ? C'est l'art militaire, c'est aller au champ de bataille. Donc le but, c'était le combat. Le combat voilà, contre plusieurs, et un contre on ne sait pas ce qui va se passer. Et donc, ça, c'est sa première raison d'être. Alors les documents les plus anciens qui existent sur la Chine et qui viennent conforter cette idée, ils nous permettent de comprendre un petit peu l'évolution. Ces textes, en fait,
il y en a plusieurs, et ce sont souvent des traités militaires. Alors ils sont beaucoup plus tardifs, hein, évidemment, et celui qui est le plus, on va dire, célèbre parce qu'il a été étudié, étant donné qu'il y a un chapitre sur l'art à main nue dans un traité militaire, ce qui est assez rare, parce qu'on dit l'art à main nue sur le champ de bataille, il sert en gros pas à grand chose, parce que même si on se fait désarmer, bah, si le type il a une hallebarde, une lance en face, et puis qu'il ait une cuirasse, vous pouvez toujours essayer d'aller à la main nue, vous n'allez pas pouvoir faire grand chose, mais en tout cas, vous pouvez essayer au moins de minimiser les dégâts. Et donc, c'est le Tissao Shinshu, traduit par le nouveau traité sur l'efficacité d'une armée. Donc, c'est un traité qui a été écrit par un militaire qui était également visiblement un lettré. On ne sait pas si c'est vraiment lui qui l'a écrit, mais en tout cas, ça a été une compilation qui a été faite par le général Qi Tiguan, et ça date du XVIe siècle. Donc là, on est sous la dynastie des Ming. Donc je ne sais pas si vous voyez, on a fait un bond entre les Zhou où on était au XIe siècle avant Jésus-Christ, on passe directement au XVIe siècle. Donc en tout cas c'est un traité militaire. La fonction c'est de transmettre des informations sur la façon de former les soldats à la guerre. Et donc il y a plusieurs chapitres sur l'art du combat, et il y a un chapitre sur l'art du combat à main nue, donc Chuan, la boxe chinoise, et qui se présente sous forme d'un recueil de techniques puisées dans différentes boxes de l'époque, différentes boxes et différentes écoles de l'art martial à main nue. Et là, ce qui est intéressant, c'est de noter qu'en fin de compte, toutes ces écoles de boxe, elles ne sont pas, pour la plupart, des écoles qui sont, comme on le retrouve aujourd'hui, des écoles qui représentent par exemple une forme animale ou qui crée, on va dire, un style tel qu'on les connaît aujourd'hui, mais c'est plutôt des boxes. On va parler de la boxe de la famille, Wen, la boxe de la famille, et en fait, c'est plutôt des enseignements qui se font autour d'un clan. Parce que quand on parle de famille, à l'époque, ce sont des véritables clans. Souvent, c'est même carrément des villages. Et donc là, on peut ramener avec la fameuse boxe de Chen Jiago, en fait, donc la boxe du style Chen de Tai Chi Chuan, qui est une boxe familiale à la base, dans le sens clanique. Parce que quand on parle du style de la famille Chen, c'est plus qu'une famille. Hein. Là, c'est tout un village. Et donc, parmi ces techniques qui sont répertoriées dans ce traité militaire, entre autres, on trouve les techniques au bâton du monastère de Shaolin. Et celles-ci, elles sont mises en avant au même titre que plusieurs autres écoles de boxe. Et donc là, c'est intéressant parce qu'en fait, le fait que Shaolin soit cité dans ce manuel pour son art du bâton, alors qu'il ait fait absolument aucune mention de son art de la boxe, ça laisse penser qu'en réalité, on considère que ce qui est connu de tous, c'est que tous les arts martiaux prennent leurs origines à Shaolin. En réalité, Shaolin, à l'époque, on dit ils sont forts pour le bâton, mais quand on dit il, c'est le général Qi Tiguan, qui est quand même quelqu'un d'aguerri. Il parle de Shaolin pour l'art du bâton, mais pas pour l'art de la boxe. Et par contre, pour l'art de la boxe, il va citer différentes familles en disant eux, ils sont forts pour ci, eux, ils sont forts pour ça. Donc, on peut revenir également sur l'idée que tout vient de Shaolin. Alors, on va revenir un petit peu après, si j'ai le temps. Donc, la boxe de Shaolin, donc le Shaolin Chuan tel qu'on connaît, elle n'existe certainement pas encore à l'époque au Renan. Et en tout cas, on n'en a pas de traces qui viennent le confirmer. Alors ça c'est un petit détail, mais ça va quand même faire changer quelque chose par rapport à ce qu'on considère comme vraiment des vérités sur l'art martial chinois. Parce qu'il y a vraiment une phrase qui dit tous les arts martiaux naissent à Shaolin. Alors de son époque, le général Qi Tiguan, il a fait déjà une critique de la boxe chinoise. Hein. Il y voyait déjà un certain manque de réalisme dans des postures. Hein. Il disait qu'elles étaient trop axées sur l'esthétisme et il en parle en ces termes en disant... déjà en faisant une critique, en disant sans aucune posture ou technique précise, vous serez efficace avec un seul mouvement, mais si vous commettez l'erreur de faire des postures et des poses précises, alors vous n'aurez aucune efficacité même en 10 mouvements. Donc on parlait, l'autre matin, Jinping parlait d'avoir l'expression qui dit les jambes de brocart et les poings fleuris, et en réalité, à l'époque, alors qu'on est encore à une époque guerrière, où il y a encore un art sur le champ de bataille, il fait déjà une critique comme ça en disant ça commence déjà à exister, cette idée de faire des postures jolies, etc. Alors que lui dit, mais ça sert à rien du tout. Quoi. Donc, sur le même sujet, on peut citer également Tang Shunzhe. Donc ça, c'est 16e siècle de notre ère, hein, donc encore sous les Ming. Et il y a un traité sur les affaires militaires, donc, qui s'appelle Wubian en chinois. Et donc, c'est également un militaire d'expérience. Et qui avait également parlé en ces termes, dans ce texte, en disant « La raison pour laquelle il existe des postures dans l'art martial, c'est de faciliter l'enchaînement. Les formes contiennent des postures fixes, mais dans la pratique réelle, elles deviennent fluides, tout en conservant leurs caractéristiques dans la structure. » Donc encore une fois, ce qui est important, c'est d'arriver à établir une structure par l'apprentissage des postures, et une fois qu'on a acquis cette structure, les postures, on peut s'en détacher, et ce qu'il faut, c'est arriver à atteindre une certaine forme de spontanéité dans le développement en fait de ce qu'on fait. Donc la critique d'une pratique trop esthétique et pas assez efficiente en Chine, elle existe déjà au XVIe siècle.
Ça, c'est quand même quelque chose qui peut choquer certains, enfin en tout cas réveiller certaines idées, à une époque où la boxe Shaolin n'a peut-être même pas encore vu le jour. Et donc c'est à la fin de la dynastie Ming, quand, je ne sais pas si vous savez, mais sur les 3 dernières dynasties, il y a eu des bouleversements assez intéressants. Hein. Bon, il y en a eu plein dans l'histoire de la Chine. Hein. Mais les 3 dernières dynasties, ce sont la dynastie des Mongols, donc les Mongols qui avaient réussi avec Gengis Khan à regrouper plein de tribus, etc., et à envahir la Chine. Et puis ensuite, ils n'ont pas combattu la Chine. Hein. L'Empire mongol, c'est un des plus vastes empires de toute l'histoire de l'humanité. Hein. Il s'étendait de la mer de Chine jusqu'en Europe de l'Est. Et donc, à la suite de l'Empire Yuan, donc, qui a été pour les Chinois, on va dire, une domination de l'envahisseur étranger, on réussit à récupérer d'abord une partie du territoire. Ce sont les Ming. Donc là, c'est un empire chinois qui arrive à reprendre en fait une grande partie du territoire. Et puis la 3e et dernière dynastie, c'est la dynastie des Qing. Et là, encore une fois, ce ne sont pas des Chinois, ce sont des Mandchous. Donc encore des tribus à la base nomades qui viennent du nord. Donc là, ce sont plus du nord-est et qui viennent encore envahir le territoire et qui, eux, ont gardé quand même beaucoup de caractéristiques dans la façon d'organiser en fait l'empire. Ils ont réussi à se saisir en fait, on ne sait pas se saisir, mais à utiliser le système chinois, notamment le système des mandarins, etc., et des examens mandarinaux. Donc, ils se sont inspirés de la culture chinoise et on va dire ils sont vraiment servis tout en étant eux-mêmes pas chinois, quoi. Donc, à la période de troubles, donc à la fin de la dynastie Ming, lorsque les Mandchous commencent à s'emparer du territoire, il va naître une période un petit peu trouble où on a quand même beaucoup de Chinois donc de la dynastie Ming qui vont s'organiser en une forme de résistance, ce qui est tout à fait normal. Hein. Quand il y a un envahisseur, il y a des gens qui résistent. Et c'est là qu'on va avoir quelque chose qui est vraiment historiquement, je pense, une des caractéristiques de l'art martial chinois, c'est-à-dire on va avoir une pratique de l'art militaire, mais qui va se détacher de l'armée à proprement parler. Et on va avoir des gens qui vont peut-être prendre refuge, donc ces fameux résistants, qui sont des militaires à la base de la dynastie qui est envahie, et qui vont aller prendre refuge dans les campagnes, dans les monastères, et qui vont pouvoir, on va dire, continuer à œuvrer à la résistance pour lutter contre l'envahisseur, mais en restant un petit peu plus, on va dire, discret et sans s'affirmer comme militaire. Donc là, il y a un exemple justement qui est parfait pour illustrer ces faits. C'est l'histoire, encore une fois, du style Chen de Tai Chi Chuan. Et vous avez Chen Wanting, donc, qui est considéré comme le père fondateur du Tai Chi Chuan, même si à l'époque le terme Tai Chi n'existe pas encore. On ne parle pas de Tai Chi Chuan à l'époque. Et ça, c'est les travaux des historiens, donc Tang Rao et Gu Liuxin, qui ont fait une publication qui s'appelle Études approfondies sur le Tai Chi Chuan. Donc ça date de 1964 et qui nous explique que sous les Ming, Chen Wanting, en fait, il avait été officiellement désigné comme inspecteur régional pour les régions du Shandong, du Zheuli et du Liaodong. Donc à l'époque, elle ne s'appelle pas comme ça, mais c'était ces 3 provinces-là. Il avait une expérience du champ de bataille parce qu'il avait déjà combattu plusieurs fois en première ligne contre l'envahisseur mandchou aux frontières nord du territoire, évidemment aux frontières nord parce que c'est de là que venaient les Mandchous. Et que ensuite, après l'invasion des Qing, donc en 1744, ça c'est la date officielle de l'invasion, mais enfin de l'invasion de l'établissement de la dynastie Qing, il se serait retiré dans son village natal et se serait consacré au perfectionnement de sa technique à main nue. Donc en fin de compte, il est plus militaire pour la dynastie Ming parce que celle-ci, en gros, elle n'existe plus. Il n'a pas vraiment fait non plus, en tout cas, il n'est pas connu pour avoir été un résistant, mais il est retourné dans sa campagne. Et donc, il y aurait un texte qui lui serait attribué. Alors, c'est ce qui est publié dans le livre. Je ne sais pas où est la source, mais bon, Tang Rao et Gu Liuxin étaient quand même assez rigoureux dans leur recherche, qui dit, alors c'est encore une fois, c'est moi qui les ai traduits, hein, donc voilà, c'est ma traduction. Comme toute traduction, c'est une interprétation. Qui dit je soupire lorsque je repense à ces années pendant lesquelles, vêtu de mon armure et maniant la lance, j'ai repoussé ces hordes de bandits, me mettant incessamment en danger. Maintenant, vieux et fané, ça c'est la poésie chinoise, parce qu'il n'était certainement pas vieux et fané à l'époque, hein. Ça c'est pour dire qu'il est encore très fort, au contraire. Maintenant vieux et fané, je n'ai plus rien d'autre que le livre Huangting Jing, donc le classique de la cour jaune, qui est un recueil taoïste un peu ésotérique de techniques respiratoires, enfin pas que respiratoires, de visualisation exactement, pour me tenir compagnie. Lorsque je m'ennuie, j'invente de nouvelles techniques à main nue, et là il parle de Chuan, donc la boxe. Lorsque c'est la saison, je laboure la terre, donc on a parlé ce matin avec Georgette de la terre jaune du Renan qui est dure à cultiver, donc voilà.
Donc, lorsque la saison, je laboure la terre, et lorsque j'ai le temps, j'instruis quelques disciples et descendants afin de leur permettre de devenir aussi forts que tigres et dragons. Alors bon, ces quelques disciples, ils ont fait d'autres disciples et encore d'autres disciples, hein, parce que bon, ils ont quand même bien œuvré à la préservation de leur boxe. Hein. Donc on va dire que l'ancêtre du Tai Chi Chuan, qui naît, on dit l'ancêtre du Tai Chi Chuan parce qu'à l'époque le terme Tai Chi Chuan n'existe pas encore. Faut savoir quand même qu'il naît à juste quelques kilomètres du monastère de Shaolin. Hein, le village de la famille Chen, Diago, c'est vraiment très très proche. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il a été découvert, hein, à une époque où on a redécouvert le monastère Shaolin et on a voulu le réinventer. On s'est rendu compte qu'il y avait des pratiquants qui n'étaient pas très loin, qui faisaient un autre style qui était très intéressant. Et donc, à une époque où l'art martial à main nue commence tout juste à y voir le jour, parce que là, on est encore dans un art guerrier quelque part. Il est en train de commencer à inventer des techniques, etc. Et donc il y a un autre fait intéressant dans le rapprochement entre l'ancêtre du Tai Chi Chuan et le Shaolin, c'est le fait qu'on a découvert en fait, et ça ce sont les travaux de, comment il s'appelle, aide-moi Marc, on en a parlé tout à l'heure, Lost Tai Chi Classic from the late Qing Dynasty, voilà, Douglas Wilde, merci Georges. Et donc là il y a un autre fait intéressant, c'est donc le rapprochement entre les techniques de Tai Chi Chuan du village Chen en tout cas, et le Shaolin Chuan. Parce qu'en en fait, on s'aperçoit qu'il y a un grand nombre de postures dont les noms sont similaires entre les deux styles. Alors, le nom de ces postures communes se trouve toutes, et là ça devient vraiment très intéressant, et ça c'est les recherches de Douglas Wilde, dans le classique de la boxe, le Chuanjing, qu'on trouve, qui est le chapitre de la boxe à main nue du fameux traité du général Qi Ji Guang. Alors, il faut savoir que le général Qi Ji Guang, en ayant été répertorié les différentes boxes qu'il trouvait intéressantes, il aurait été à l'origine d'un enchaînement qui regroupait des techniques qui auraient été puisées dans toutes ces boxes. Et on retrouve par exemple la fameuse posture qu'on trouve aujourd'hui encore dans le Tai Chi même de style Yang, qui s'appelle Tingdi Douli, le coq d'or qui se tient sur une patte. On trouve la posture Fuku, donc se pencher sur le tigre, qu'on trouve également nous dans le Lichuan, ou encore Xianlong, chevaucher le dragon. Alors ce sont des termes qui sont des termes ésotériques, taoïstes, donc on peut dire c'est une coïncidence, parce que de toute façon on les retrouve encore ailleurs. On trouve la posture des 7 étoiles, etc., etc. Mais ce qui est intéressant, en fait, ce que Douglas Wilde a mis en avant, c'est qu'il y avait quand même des similitudes, même techniques, entre les façons de pratiquer ces postures dans le style Chen et dans le Shaolin Chuan. D'où le fait qu'il y aurait un lien, en tout cas. Alors, quel Shaolin Chuan? Parce que Shaolin, boxe de Shaolin, en réalité, il y en a plein des boxes de Shaolin. Quelle serait cette boxe qui aurait été à l'origine du style Chen? Donc là, il y a beaucoup de publications qui ont été faites, des recherches là-dessus. Donc ces techniques à main nue, elles se sont développées donc essentiellement, on peut dire, et ça c'est clair, après la chute des Ming, donc après le XVIIe siècle. Et ensuite, la boxe de Shaolin, elle n'existait probablement pas avant cette période, et l'art martial était surtout un art militaire dans cette période. Donc ensuite, ces deux constatations, elles rendent encore un autre texte très intéressant, et là on parle d'un texte historique qui a été pas mal décrié, parce qu'en fin de compte c'est un texte qui permet d'expliquer la distinction qu'on trouve aujourd'hui entre ce qu'on appelle communément aujourd'hui les boxes externes et les boxes internes. Une classification qui, on pense, est très lointaine, et en réalité c'est pareil, on s'aperçoit qu'elle est assez récente. Donc c'est un texte qui s'appelle, c'est une épitaphe en fait, qui s'appelle l'épitaphe à Wang Zhennan, donc en chinois Wang Zhennan Mu Zheming, et ce texte fait partie des plus anciens témoignages écrits sur l'art martial à main nue en Chine. Donc il a été composé par un lettré qui s'appelle Huang Zongxi, et c'était un lettré de la cour des Ming, mais qui est devenu par la suite une figure de la résistance anti-Mandchou. Donc quand les Qing ont pris le pouvoir, il a continué à œuvrer à la résistance, et donc cette épitaphe, elle raconte la vie exemplaire d'un certain Wang Zhennan, donc c'est pour ça que ça s'appelle l'épitaphe de Wang Zhennan, qu'il présente comme un maître de la boxe de la famille interne, donc il appelle Neitia Chuan, Neitia la boxe, la famille interne, et Chuan. Et donc ce texte date du XVIIe siècle, 1669. Donc ça serait une première dans l'histoire, une première trace dans l'histoire à faire une distinction entre une boxe, plutôt une famille interne et une famille externe. Et donc elle décrit cette famille interne comme une alternative à la boxe Shaolin, qui est alors désignée comme l'école de la famille interne. Alors, comme je vous l'ai dit, c'était un lettré de la cour des Ming. Il est devenu une figure de résistance anti-Mandchou, et donc il y a des choses qui sont intéressantes à noter par rapport à ces faits, et que je vais énumérer après. Donc le texte, il débute ainsi, encore une fois, c'est une traduction que j'ai faite moi. Shaolin est réputé sous le ciel pour ses boxeurs, donc ses pratiquants de l'art martial à main nue. Mais ceux-ci accordent beaucoup d'importance à l'offensive, et il est donc possible de prendre l'avantage sur eux. Donc il y a par ailleurs ceux qui pratiquent la boxe
de l'école interne, Neijiachuan. Je dis Neijiachuan, donc boxe de l'école interne. Cela utilise la tranquillité pour vaincre le mouvement, et les agresseurs, donc là le caractère qu'il a choisi dans le texte, on peut le traduire par agresseur, mais on peut également le traduire par envahisseur. Les agresseurs voient alors leur attaque se retourner contre eux. Depuis longtemps, ce qui se rattache à Shaolin est appelé école externe ou école externe de l'extérieur en fait. Donc, Han Zongxi décrit l'école du maître Wang Zhennan, dont lui-même et son fils ont été disciples, en l'opposant aux techniques à main nue du monastère de Shaolin. Et comme on l'a vu tout à l'heure, en réalité, l'école de Shaolin, à l'époque, elle n'est pas tellement connue pour sa boxe, en fait. Hein. On ne sait pas vraiment s'il y avait une boxe de Shaolin à l'époque. Donc, si elle existe, elle commence tout juste à voir le jour. Alors, le Xiao Xinshu, il parle des meilleures boxes de l'époque, et il cite, en fait, Shaolin que pour son art du bâton. Alors, dans le même texte, en fait, Huang Zongxi, il attribue la paternité de l'école de la famille interne, donc le Neijiachuan, celle qu'il pratique lui et que son maître Wang Zhennan pratiquait, à Zhang Sangfeng, le fameux Zhang des Trois Pics, qui est un ermite taoïste légendaire qui aurait vécu au mont Wutang. Et donc, cette démarche montre une volonté claire de rapprocher l'école qu'il pratique lui-même et qu'il a hérité, il dit, de son maître, à des traditions qui sont purement chinoises, parce que Wutang, c'est le creuset, enfin pas le creuset, mais c'est, on va dire, le haut lieu du taoïsme en Chine, et on considère vraiment le taoïsme comme l'expression de la culture chinoise la plus ancienne. Alors que si on le compare... La montagne de la divinité tutélaire des Ming. Exactement, dont on parlait, voilà. Et de la divinité tutélaire des Ming, donc Xuan Wu, donc Wutang, parce que Wu, le caractère Wu, c'est martial, mais pas dans le sens où il y a un art martial à Wutang, dans le sens où c'est l'endroit où on va attribuer un culte à Xuan Wu, le dieu de la guerre, ou plutôt le dieu du mystère, le guerrier mystérieux. Alors, donc ce qui est intéressant, c'est de noter en fait cette volonté de rapprocher à des traditions purement chinoises, en l'occurrence le taoïsme, qui représente entre guillemets la religion primitive, ou ce qui reste en fait de la religion primitive des Chinois, et de le mettre face au bouddhisme qui lui est devenu la religion la plus importante certainement à l'époque, parce qu'elle a vraiment toujours été un petit peu plus importante que le taoïsme, parce qu'elle est mieux organisée peut-être, et surtout c'est une religion qui a été importée, qui vient d'Inde, qui n'est pas chinoise, c'est pas une tradition chinoise le bouddhisme. Donc son texte a souvent été utilisé pendant longtemps pour justifier la distinction entre un soi-disant courant interne qui serait originaire du mont Wutang, en disant bah oui, regardez, il parle du courant Neijiachuan, en disant que c'est attribué à Zhang Sangfeng, que ça vient, etc. Et on le met en opposition à un style externe qui vient de Shaolin. Et en réalité, ce texte, si on regarde les avis des historiens actuels, j'avais eu une petite discussion, alors c'est la seule fois où je l'ai contacté par mail, Mei Shahar, qui avait fait des recherches sur Shaolin, et qui m'avait dit, mais c'est évident que le message, en réalité, est ici un message politique caché, et qu'en réalité, il ne faut pas prendre tout ce qu'il dit au pied de la lettre. Là, il y a un texte caché dedans qui était voué ni plus ni moins à être publié pour être interprété en disant vous, Chinois, continuez à résister contre l'envahisseur mandchou et ne vous laissez pas faire. Et là, il y a quelque chose qui est intéressant, en fait, c'est que en présentant ce texte, en fait, comme un message politique caché, il est destiné à mobiliser la résistance Ming face à l'envahisseur mandchou et donc exacerber un sentiment de fierté et de bravoure face à un envahisseur étranger, donc les Mandchous, les Qing, qui viennent de l'extérieur, comme le bouddhisme est venu de l'extérieur. Alors Huang Zongxi, donc, c'est, on le sait, une figure connue de la résistance anti-mandchou. Il souhaite rallier à sa cause peut-être le plus grand nombre et de faire passer un message en publiant ce texte. Et le nom du maître auquel il se réfère dans l'épitaphe, en réalité, est-ce qu'il a véritablement existé? Est-ce qu'il a véritablement été son maître? On n'en sait rien du tout. Mais il y a un truc qui est quand même intéressant, c'est les caractères qui composent son nom, Wang Zhennan, parce que Wang, ça veut dire le caractère qui a un nom de famille très courant en Chine. Tout le monde connaît monsieur Wang. Wang, c'est le roi, le caractère pour le roi, et Zhennan qui pourrait être traduit par, en fait, Wang Zhennan, le roi ordonne aux troupes de gagner le sud. Donc encore peut-être un message caché. Peut-être. On ne sait pas. Alors là, ce qui est intéressant, c'est la paternité du Taijiquan, du coup, qui a été utilisée en disant Neijiachuan, c'est les boxes internes, le Taijiquan est une boxe interne, donc la paternité du Taijiquan, c'est Zhang Sangfeng.
Et Zhang Sangfeng, en fait, le père du Taiji Chuan, le père légendaire du Taiji Chuan, et des écoles internes d'ailleurs, parce qu'on dit que c'est le père du Taiji, du Pakwa, du Xingyi. En gros, on dit que c'est lui qui a créé toutes les écoles internes. Et donc là, il y a un autre chercheur qui s'appelle, un autre universitaire, un chercheur qui s'appelle Stanley Henning, et qui avait fait des recherches il y a déjà longtemps, qui avait traduit quelques textes et qui avait fait pas mal de recherches. Alors ça, c'est une recherche, une traduction encore que j'ai faite, mais qui sont traduits de l'anglais, pas du chinois. Donc il dit la légende de Zhang Sangfeng est apparue pendant la dynastie des Ming, donc la dynastie des Ming entre le XIVe et le XVIIe siècle, et du fait des liens étroits qui existaient alors entre le pouvoir en place et le taoïsme, les prêtres taoïstes avaient été soutenus par le fondateur de la dynastie, Zhu Yuanzhang. Non, excusez-moi, les prêtres taoïstes avaient soutenu le fondateur de la dynastie, Zhu Yuanzhang, dans leur prophétie. Donc on sait pas beaucoup de choses sur Zhang Sangfeng. Le fameux Zhang des Trois Pics, si ce n'est qu'il était décrit comme un ermite itinérant, excentrique, doté de pouvoirs magiques, qui serait mort puis aurait ressuscité, et que sa vie, si on s'en réfère aux différentes versions, parce qu'en fait il y a plein de versions selon les textes, elle se serait étendue en réalité sur une période d'un peu plus de 300 ans, si on regroupe tous les textes ensemble. Et donc il y a un fait intéressant quand même, c'est que l'empereur Yongle des Ming, il aurait dépensé quand même des sommes colossales dans la reconstruction d'un monastère sur le mont Wutang, qui a été détruit après pendant la guerre, et qui aurait été son lieu de prédilection. Alors, il s'avère que les 13... Alors là, je vous lis la traduction de Stanley Henning. Il s'avère que les 13 années de recherche qu'il fit mener afin de savoir où pouvait se trouver l'ermite faisaient en réalité, partie d'un plan sous couverture bien plus important qui était destiné à localiser où se trouvait l'empereur déchu, Tianwen, qui avait été victime d'un coup d'État mené par l'empereur Yongle. Donc, ni l'empereur Tianwen ni Zhang Sangfeng ne furent jamais retrouvés, mais au final, l'empereur, le 8e empereur de la dynastie, fit canoniser le fantomatique Zhang en 1459. Tout au long de cette partie très concrète de la légende de Zhang Sangfeng, il n'est fait aucune mention d'une quelconque relation entre Zhang et les arts martiaux. Donc, quels que soient les textes qui font référence à Zhang Sangfeng, en réalité, il n'est jamais en relation avec l'art martial à ce moment-là. Et ce vide de référence aux arts martiaux est très significatif, puisqu'il était courant d'inclure ce genre d'informations dans les biographies des historiens dynastiques. S'il avait été véritablement un expert en art martial, ou s'il avait créé un quelconque style d'art martial, ça aurait été cité de manière quasiment certaine. Donc, en réalité, la fameuse théorie sur les écoles de boxe internes est en grande partie, malheureusement, basée sur une mauvaise interprétation, plutôt une réinterprétation d'un texte historique. Et d'autant plus, le maître taoïste Zhang Sangfeng, un personnage dont on se demande maintenant, enfin les historiens se demandent s'il a véritablement existé, parce que les différentes biographies qui ont été établies de lui ressemblent, en réalité seraient apparemment des compilations de différentes biographies d'autres immortels taoïstes qui ont existé avant lui. Donc ensuite, à la lueur de ces informations, il y a un autre texte qui devient alors très intéressant, c'est le recueil des méthodes de boxe chinoises, le Chuanfa Beiyao. Et la préface de cet ouvrage date de 1784 et reprend en grande partie le texte du Qi-Ti-Guan dans le Ti Xiao Xing Shu, donc le traité sur les nouvelles efficacités militaires, le chapitre sur la boxe à main nue, avec une petite différence importante. Donc ça veut dire qu'il y avait souvent des textes qui étaient utilisés dans des ouvrages, on recopiait en fait un autre texte qui était plus ancien, on modifiait un petit peu le paragraphe, et on ne citait pas la source à l'époque, c'était pas une obligation, en tout cas il ne valait pas la peine de le faire. Et là, c'est intéressant parce que le passage reprend la description de différentes boxes et des méthodes de combat, et qui les font alors remonter historiquement à Shaolin. D'où l'idée que tous les styles viennent de Shaolin. Alors que le Ti Xiao Xing Shu, lui, il parle d'une boxe qui serait attribuée à l'empereur Zhao Taizu des Song, donc la fameuse boxe longue, hein, le Taizu Changchuan. Le Chuanfa Beiyao, il parle de cette même boxe en ajoutant que Zhao Taizu, donc l'empereur des Song, il aurait étudié au monastère de Shaolin. Un truc Shaolin à l'époque, s'il n'est déjà pas d'art martial à Shaolin sous les Ming, sous les Song, c'est sûr qu'il n'y en a pas. Donc le fait que le Ti Xiao Xing Shu, il est pourtant censé évoquer les boxes les plus fameuses de l'époque, et qu'il évoque que le Shaolin pour son bâton et pour sa boxe, donc ça laisse à penser que la personne qui avait rédigé le Chuanfa Beiyao a délibérément ajouté cette référence au monastère
pour lui donner de l'importance. Alors, évidemment, le texte, Chuan Fa-Beiyao se réclame de la lignée de Shaolin, évidemment, et Huang Zongxi l'a décrit comme le meilleur représentant de la boxe de la famille externe. Il y a certains passages qui sont assez explicites, comme par exemple, et là ça devient intéressant encore une fois, l'idée du faible qui défend le fort, hein, Zhuo Diqiang, ainsi que la souplesse qui l'emporte sur la dureté, Zhou Shenggang, ou la souplesse qui l'emporte, qui l'emporte en fait, qui arrive à vaincre la dureté. Et ça, ce sont des principes qu'on considère aujourd'hui comme des caractéristiques de la boxe de la famille interne et des styles internes. Là, on parle de Shaolin qui est considéré comme le représentant de la famille externe. Donc, dans ce recueil, les boxes chinoises, elles sont classées en deux catégories distinctes, mais on ne parle pas de boxe interne et de boxe externe. On parle des boxes longues, Chang Chuan, et des techniques rapprochées, Duan Da. Donc là, on fait une distinction non pas par boxe interne, boxe externe, mais par distance, celles qui traitent une distance plus longue et celles qui sont plus rapprochées. En disant que les techniques Duan Da, donc de techniques à combat rapproché, elles peuvent renverser les boxes longues parce qu'elles permettent plus facilement d'atteindre le corps de l'adversaire. Alors un passage entier du livre qui est d'ailleurs intitulé « Traité originel de la méthode pour exécuter les techniques rapprochées du monastère de Shaolin ». Bon, le titre en chinois, je vous en fais grâce parce qu'il est rallonge. D'ailleurs, le titre en français aussi, du coup. Les principes donc des écoles qui sont aujourd'hui considérées comme des écoles ayant pour origine le monastère les monastères plutôt taoïstes du Mont Wutang, elles sont donc décrites dans un ouvrage estimé du XVIIe siècle et qui se réclame de la tradition de Shaolin. Alors, au regard de tous ces faits historiques, le lien entre le taoïsme, le bouddhisme, l'art martial chinois n'est plus aussi évident. L'origine de toutes les boxes chinoises attribuées à Shaolin apparaît clairement comme une légende plutôt. L'attribution au prêtre Bodhidharma, parce que vous savez qu'on considère que le monastère Shaolin a été initié par un prêtre qui est venu d'Inde pour prêcher le bouddhisme, donc qui est devenu le Chan, le Zen, qui était déjà le dhyana à l'époque. Et ça serait en réalité certainement un fantasme né d'un mythe populaire, donc qui est le mythe de Shaolin. Alors on sait que le prêtre indien, et là je cite pas directement, mais ce sont les travaux de Meher Shah, qui a fait des publications sur le monastère Shaolin et le style Shaolin qui sont très intéressantes. Donc la venue du prêtre indien au monastère de la Petite Forêt est d'ailleurs très discutée. On trouve des traces écrites de sa venue où il aurait séjourné à Luoyang, la capitale de l'époque, qui n'était pas très loin, hein, c'est vrai, hein, et qui est une ancienne ville impériale, qui est proche du monastère. Mais il a été en réalité invité officiellement par la cour et donc reçu avec beaucoup d'honneur. Et on l'imagine mal se rendre dans la région à l'époque où il n'y avait quand même pas grand-chose. Et le monastère, même s'il est quand même devenu aujourd'hui, ce qu'on en a reconstruit, est quand même un bel édifice. Enfin, quelqu'un qui est invité en grande pompe et qui est reçu à la cour, peut-être pas. Donc, les deux courants majeurs de la spiritualité en Chine, qui sont quand même le taoïsme et le bouddhisme, ils sont quand même associés à la pratique de l'art martial, donc assez tôt dans l'histoire de Chine. Et on peut y voir peut-être des raisons politiques, à savoir que il y a différents moines qui ont été dans l'histoire intégrés à des troupes militaires pour des raisons pratiques, parce qu'ils avaient besoin d'effectifs et ils avaient besoin de monde, et du coup ils se sont dit où est-ce qu'on va trouver du monde, on va aller les chercher dans les monastères. Il y a des moines là qui sont... Et donc il y a eu plusieurs fois dans l'histoire de la Chine des moines qui ont participé à des batailles historiques en tant que soldats, et ils avaient été intégrés à ce moment-là à des troupes régulières. Donc c'est là où on pourrait dire l'histoire et la véracité du fait que l'art martial a quand même un lien avec Shaolin, parce que les plus sollicités dans l'histoire, c'est certainement, et là il n'y a pas de doute sur ça, les moines de Shaolin, parce qu'ils ont participé déjà dès le 7e siècle de notre ère à la vie politique et militaire de l'Empire. Donc il y avait une faction de moines qui avait aidé le futur empereur de la dynastie Tang, donc Li Shiming, à vaincre les rebelles de la dynastie Song, encore une fois les rebelles de la dynastie Song qui ne voulaient pas donc Wang Shezong, et ils ont pris d'assaut un fort dans lequel s'était réfugié le neveu de Wang Shezong et ses hommes, et puis ils l'ont livré ensuite à Li Shiming. Alors il y a une stèle qui a été officiellement érigée au monastère de Shaolin, enfin au monastère en tout cas en 728 pour rappeler ce fait, et le monastère a reçu à partir de ce moment un traitement de faveur impérial avec des fonds versés par l'Empire.
Et la stèle identifie quand même 13 moines qui furent distingués comme des héros et qui ont reçu des titres impériaux, dont même le grade honorifique de général en chef pour l'un d'entre eux. Alors c'est un fait qui nous paraît très étrange, parce que comment des moines peuvent devenir des généraux en chef de l'armée, bon bah voilà, l'explication elle est là, elle est un petit peu impromptue, mais elle est comme ça. Alors en revanche, on peut dire que ce genre d'événement historique ne peut pas vraiment... On ne peut pas établir un lien avec la création de la boxe de Shaolin, qui se serait quand même développée beaucoup plus tard. La dynastie Ming, c'est quand même près de 10 siècles plus tard, hein. Et qu'est-ce qu'on peut dire de plus là-dessus? C'est que l'histoire des moines guerriers de Shaolin, donc si elle tire son origine dans l'enrôlement, donc dans l'armée de l'Empire au 7e siècle de notre ère de certains soldats, bah, il faut rappeler quand même que c'est pas un fait unique dans l'histoire de la Chine, parce qu'il y avait d'autres moines soldats qui avaient déjà participé à d'autres batailles, ou qui ont participé à d'autres batailles, comme ceux d'Emeishan au Sichuan, ceux de Wutaishan au Shandong, ceux de Funyu dans le Henan, donc c'est pas un fait purement isolé, hein. Mais certainement historiquement le plus connu parce que la stèle, les reconnaissances de l'empereur, etc. Donc on peut comprendre comme ça en fait le rapprochement entre les différents clergés, à savoir le bouddhisme et le taoïsme, mais ça explique toujours pas en fait le lien qu'on connaît aujourd'hui qui existe entre art martial et on pourrait dire spiritualité, parce qu'on trouve aujourd'hui, notamment dans les arts martiaux internes, un lien qui est quand même assez clair entre les pratiques dites spiritualité, en tout cas les pratiques ésotériques chinoises et cet art martial. Et donc là, on peut en revenir à des pratiques beaucoup plus ancestrales, qui sont celles des anciens Fangche. Donc là, on peut en revenir à ce que Georges a mis en avant hier, et les pratiques en fait chamaniques, parce qu'il y a déjà des gravures sur des poteries de pratiques chamaniques, etc. Et l'alchimie interne, donc, qui est une des pratiques caractéristiques en fait du taoïsme, et qui est axée sur les pratiques de culture du souffle vital, qu'on ne trouve pas véritablement telle quelle dans notre culture à nous, parce qu'on parle du qi, et le qi c'est un caractère, en fait, c'est une notion qui est vraiment propre à la civilisation chinoise. C'était Han Cheng dans son Histoire de la pensée chinoise, qui le définit comme une des vraiment caractéristiques de la culture chinoise. Alors ce qi, en fait, c'est peut-être lui qui peut vraiment faire le lien entre pratique de l'art martial et pratique soit de spiritualité, soit de santé, de longévité, certainement. Et le caractère qi, du coup, c'est intéressant de se pencher sur son étymologie, parce qu'en fait, on connaît aujourd'hui le caractère qi qui est celui de l'air ou de la vapeur avec le grain de riz qui est battu en dessous, mais en réalité qu'on peut traduire non pas par énergie, on peut le traduire par énergie, mais par souffle vital. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on s'aperçoit que ce caractère, il n'a pas juste une graphie, il y en a plusieurs. Il y aurait jusqu'à 5 graphies différentes pour représenter ce caractère. Et la première, celle qui est la plus ancienne, donc on a les traces écrites la plus ancienne, elle représente en réalité l'élément de la vapeur au-dessus, le même, mais en dessous, c'est pas un grain de riz qui est battu, c'est l'élément feu. Alors, ce qui pourrait être intéressant, c'est de se demander si ça a été volontairement changé du feu au grain de riz, ou si c'est pas une erreur d'un copiste, parce qu'en réalité, la graphie entre le feu et le grain de riz, elle est quand même assez... il y a des similitudes. Alors la deuxième graphie, en fait, pour le caractère qi, donc, c'est également une graphie ancienne, et là, on rejoint ce que je viens de dire, à savoir, on est dans une partie haute qui a un élément qui représente, alors, en fonction des interprétations, il y a des interprétations ésotériques. Là, on pourrait traduire par de l'air qui est inhalé, et en dessous, encore une fois, l'élément du feu. Donc on retrouve soit de l'air inhalé, soit de l'air, soit de la vapeur, et du feu en dessous. Et si on prend la troisième graphie, là, on va retrouver l'idée du grain de riz et de la vapeur. Donc on va trouver en fait une première graphie qui est peut-être la plus ancienne, les deux premières graphies sont anciennes avec le feu en dessous, une troisième graphie avec le riz mais qui est sur le côté, et la graphie qu'on connaît aujourd'hui avec l'air ou la vapeur au-dessus et le grain de riz en dessous. Alors le grain de riz, il peut évoquer un potentiel, hein, le grain de riz c'est celui qui va germer, qui va faire naître la vie, et donc c'est quelque chose de petit mais qui contient beaucoup de choses en lui. Alors donc le second caractère, là où il est intéressant, c'est qu'en fait la partie haute, il a été, la graphie du haut, enfin je vous disais c'est de l'air qui est inhalé, mais en réalité c'est une graphie qui est assez rare, et en fait c'est
une forme inversée d'un élément qui exprime l'action de bâiller, d'exhaler en fait bruyamment. Ah, donc ce serait ça, mais à l'envers. Et il y a une interprétation en fait qui est un petit peu plus ésotérique de ce caractère, qui dit que la partie supérieure, la graphie en fait est très similaire à une autre graphie qui dit la négation, le wu de wu wei, vous savez, le non-agir, et qui dirait qu'en réalité ce serait la négation du feu. Alors savoir que le feu représente l'esprit en fait dans la culture en fait chinoise, et pas la culture chinoise, la tradition en fait du Tao. Alors le concept du qi, comme je disais, Han Cheng, dans son Histoire de la pensée chinoise, l'exprime d'une manière assez intéressante. Elle parle en disant « L'unité recherchée par la pensée chinoise tout au long de son évolution est celle même du souffle. » Le qi, donc. Un flux ou énergie vitale qui anime l'univers entier. Toute réalité, physique ou mentale, n'étant rien d'autre qu'énergie vitale. L'esprit ne fonctionne pas détaché du corps. Ça, c'est un élément qui est très important pour comprendre la culture chinoise. Source de l'énergie morale, le qi, loin de représenter une notion abstraite, est ressenti jusqu'au plus profond d'un être et de sa chair. Tout en étant éminemment concret, il n'est cependant pas toujours visible ou tangible. Ce peut être le tempérament d'une personne ou l'atmosphère d'un lieu, la puissance expressive d'un poème ou la charge émotionnelle d'une œuvre d'art. Donc quand on ressent quelque chose qui est tangible, qui est palpable, mais que ce quelque chose n'a pas de forme établie, on peut alors parler quelque part de qi. Donc le qi, c'est, on peut dire, là c'est moi qui parle, c'est pas Han Cheng, ce quelque chose qui se trouve entre le corps et l'esprit et qui fait harmonieusement le lien entre les deux. Cultiver ce souffle, c'est cultiver à la fois le corps et l'esprit, c'est cultiver le lien qui unit ces deux entités, représentées par l'eau et le feu, et donc la vapeur, qui n'est autre que l'eau chauffée par le feu et qui va s'élever gentiment vers l'air. Donc le lien également entre la terre et le ciel, l'homme étant le troisième élément qui fait la jonction entre les deux. Donc l'homme, on sait que l'homme parfait, le fameux Jiang Zhen de la tradition chinoise, c'est un homme de qi et qu'il est celui qui fait donc le lien entre le ciel et la terre. Donc les Chinois évidemment pratiquent les exercices pour cultiver et développer le qi dès l'époque des Han de l'Ouest. Donc là c'est très ancien quand même, on est en 200 avant Jésus-Christ, 200, 168, 190, 168 avant Jésus-Christ à peu près. Le plus ancien document qui en atteste serait, on dit bien serait parce qu'on n'est jamais à l'abri de trouver encore autre chose, le rouleau de Ma Wangdu qui est dit Tao Yin Tru. Et après, il y a des termes qu'on utilise dans la littérature, qu'on trouve dans la littérature ancienne pour désigner des techniques dont le but est déjà la longévité. Alors il y a Truna qui veut dire, les deux caractères c'est cracher et avaler, donc avaler et recracher de l'air certainement. Il y a également Xingqi qui pourrait être traduit par faire mouvoir le souffle ou faire bouger l'air en fait, faire bouger peut-être l'air qu'on respire, la faire circuler. Et donc on peut quand même laisser entendre que c'est des techniques qui consistent essentiellement en des techniques de respiration quand même. Il y a un autre terme qui suggère cette idée de technique de respiration, c'est le terme biqi qu'on trouve à l'époque et qui veut dire retenir son souffle, bloquer la respiration. Donc peut-être des techniques même de rétention du souffle. Et là, il y a des travaux en ce moment qui sont faits là-dessus qui sont de plus en plus intéressants. Donc l'ensemble de ces techniques, de ces pratiques, et on peut le regrouper à l'époque déjà sous le terme Yang Sheng, et là c'est un terme qui nous intéresse du coup, parce qu'on peut dire que ce terme Yang, c'est le caractère qui désigne le fait de soit cultiver, soit élever, quand on fait de l'élevage par exemple d'animaux, qu'on cultive la terre, et Sheng, c'est un caractère qui représente une plante qui pousse, et on peut parler du principe vital, le principe qui fait qu'une plante pousse seule. Donc on pourrait dire, Yang Sheng, c'est cultiver ou nourrir le principe vital. L'expression Truna, donc je disais Truna, cracher, avaler, elle apparaît déjà dans le chapitre 15 du Zhuangzi, donc là on est environ en 300 avant Jésus-Christ, avant notre ère je veux dire, et elle désigne une technique qui consiste à recracher le vieux, l'ancien, pour absorber le nouveau ou le neuf. On dit Tu Wu Na Xin, cracher l'ancien et aspirer le neuf. Donc ça c'est une expression qui est attribuée aux pratiquants de ce qu'on appelle à l'époque le Taoyin, et une expression qui désigne l'art de longévité et qui veut dire quelque chose comme guider, en fait, encore une fois, peut-être guider le souffle
guider le souffle, l'esprit ou l'air qu'on aspire. Ces pratiques anciennes, on fait un lien entre ces pratiques anciennes et la tradition des Fang Shui, donc des dynasties Shang et Zhou, donc deuxième millénaire avant notre ère. Et on fait un lien est établi. On peut donc dire que les origines de ces pratiques sont plus anciennes que le taoïsme et sont à l'origine de ce qui est devenu ensuite le taoïsme. Et donc là, on remonte aux prémices vraiment de la civilisation chinoise. Alors, on peut dire donc que ces pratiques, elles sont à l'origine même des pratiques mystico-religieuses, dont le taoïsme fait, on va dire, office de représentant, et dont le bouddhisme s'est également fortement imprégné à son arrivée sur le territoire chinois. Et si on revient maintenant au lien qui existe entre l'art martial et les formes de pratiques spirituelles en Chine, en tenant compte du fait que les communautés religieuses étaient des principaux vecteurs de transmission des techniques de souffle, parce que c'est là qu'on pratiquait les techniques de souffle, dans les monastères bouddhistes ou taoïstes. Taoïste, là c'est plus tardif évidemment. Et considérant ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire les échanges qu'il y a eu entre le milieu militaire qui était venu se réfugier quand il y a eu des invasions pour préparer un petit peu leur résistance et pour organiser sa résistance, donc en se cachant dans les monastères, on peut faire peut-être un lien entre, à ce moment-là, les exercices qui étaient certainement intéressants pour ces hommes qui étaient aguerris. Et là, on peut peut-être évoquer des possibilités, de raisons qui les auraient fait s'intéresser à ces pratiques-là. Alors, le problème d'abord, que le militaire qui va au champ de bataille, il a une problématique, c'est de surmonter sa peur de la mort, tout simplement, parce qu'il va avoir une peur viscérale quand il va arriver au champ de bataille qui va peut-être lui paralyser entièrement. Et là, on peut parler avec des professionnels de la sécurité ou des professionnels militaires qui vont au combat aujourd'hui, qui vont au combat armé, mais qui savent que ça, c'est quelque chose qui peut vraiment créer des problèmes. Ils travaillent vraiment là-dessus. Et cette peur, elle peut paralyser complètement le corps et rendre complètement inapte au combat. Donc, ce blocage qui est lié à la peur, on sait qu'il prend quand même naissance dans le diaphragme. Et d'ailleurs, en français, on dit avoir la peur au ventre, ça, on le sait tous. Et donc, il s'avère quand même qu'une des façons physiologiques de surmonter cette peur, c'est d'avoir un contrôle donc, sur son diaphragme. Et le moyen le plus, on va dire, commun de travailler le diaphragme, c'est d'avoir une action sur sa respiration. Et donc, on peut dire que les pratiques peut-être d'entretien du souffle vital, c'est justement ces pratiques de respiration qu'elles enseignaient déjà depuis des millénaires et qui ont intéressé à ce moment-là certainement les militaires par l'intermédiaire des monastères, parce que c'était là qu'on pratiquait ces respirations. Faut savoir également une chose sur la respiration, c'est que c'est la seule fonction physiologique inconsciente de notre organisme à être également contrôlable de manière consciente. On ne peut pas contrôler les battements de son cœur de manière consciente. Le cœur fonctionne sur le système nerveux complètement autonome. C'est le cas également des poumons. Si vous ne pensez pas que vous respirez, vous allez quand même respirer. Par contre, il y a quelque chose qui est vrai avec la respiration, c'est que si vous y pensez, vous pouvez vous la contrôler, cette respiration. Ce qui n'est pas le cas pour les autres organes. Donc on peut dire que la respiration, c'est la porte d'entrée du lien entre le corps et l'esprit. Entre le conscient et l'inconscient, et donc on comprend mieux à ce moment-là pourquoi la respiration est toujours au centre de ces pratiques d'entretien du principe vital. Le Yangsheng, souvent la respiration est quand même un dominateur commun. Donc la deuxième raison pour laquelle les militaires pouvaient avoir trouvé un intérêt aux pratiques de la spiritualité, c'est certainement en fait une forme de détachement aux émotions. Parce que si on considère en fait d'une part les horreurs auxquelles ils étaient confrontés quand ils allaient au champ de bataille, on peut parler également aujourd'hui avec des militaires qui ont été au combat et qui sont très souvent victimes de stress post-traumatique, avec parfois même des pathologies psychiques qui sont lourdes. On pense que c'est à ce moment-là peut-être tout naturel pour eux d'aller vers un travail sur l'esprit et surtout d'aller vers cet enseignement qui était quand même propre au bouddhisme, de vacuité pour avoir une certaine utilité en fait et avoir peut-être continuer à vivre une vie normale. Donc se rapprocher peut-être des pratiques religieuses et spirituelles par un but purement pratique en fait. Et donc le rapprochement entre l'art martial et différents courants religieux chinois, donc il a certainement eu lieu pour des raisons qu'on a vues, donc historiques, ça c'est certain, politiques, là on l'a vu, c'est indéniable, culturelles et donc même des raisons pratiques.
Alors, la personne qui maîtrisait donc certainement le mieux les arcanes de l'art guerrier en Chine furent d'avant et avant tout des militaires, ça c'est certain. Et ensuite, en réponse aux différentes invasions qui ont occupé les territoires pendant des siècles, parce que des invasions, en fait, il y en a eu déjà plein avant les Mongols, hein. Les barbares qui viennent du nord, il y en a eu beaucoup de tribus avant d'être unifiées par Gengis Khan qui ont déjà pris le pouvoir et qui ont eu des dynasties, alors pas sur le territoire complet, mais sur des grosses portions parfois, hein. Et donc la réponse aux différentes invasions qui occupaient le territoire pendant des siècles, l'art guerrier qui se trouvait à ce moment-là dans les campagnes et les monastères parce que les militaires donc qui allaient se cacher et peut-être à commencer à faire une transmission et à développer encore d'autres formes de pratiques. Donc la tradition chinoise antique associée aux pratiques du taoïsme et du bouddhisme, il s'est certainement mêlé et la théorie et la pratique se sont à ce moment-là rejoints. Donc c'est probablement une autre façon de pratiquer qui est née en fait de ces différentes traditions culturelles et en accord avec les principes de conservation et de développement du souffle vital, comme j'ai dit, en y introduisant certainement une dimension spirituelle qui n'existait pas avant. Donc il y a un bon exemple, et je vais terminer là-dessus parce que je pense que j'ai largement dépassé mon temps, c'est un exemple d'un discours qui mêle l'art martial et la spiritualité pardon. Je vais boire un coup. Tiens, Georges, t'es allumé tes lunettes. Qui se trouve dans un manuel de bâton du XVIIe siècle qui se réclame de la lignée de Shaolin. Donc l'exposé sur la méthode originelle du bâton de Shaolin, hein, en chinois c'est Shaolin Kunfa Chuanzong, est le plus ancien manuel existant sur l'art de Shaolin. Ça date de 1610. C'est Cheng Zongyou, son auteur, qui était un passionné d'art militaire et un lettré également. Et donc qui a laissé ce texte à la postérité. Alors en plus, il a laissé également un traité sur l'archerie, un traité sur l'utilisation de la lance, de l'épée et de l'arbalète. Donc c'était quand même quelqu'un qui était assez prolifique. Alors sa connaissance de l'art du bâton de Shaolin était fondée sur sa propre expérience parce qu'il aurait séjourné au monastère pendant une dizaine d'années à une époque où les frontières de l'Empire subissaient déjà des assauts réguliers des futurs envahisseurs mandchous, hein, donc qui venaient des peuples du Nord, des steppes du Nord. Et dans l'ouvrage, on apprend que le monastère enseigne à cette période, le monastère Shaolin, dont je parle, hein, la doctrine bouddhiste et le bâton conjointement. Pour décrire la maîtrise de l'art du bâton, Chen Zongyou utilise un vocabulaire teinté de spiritualité. Et il dit, si mon livre peut servir de radeau à des camarades ayant les mêmes vues que moi pour leur permettre d'atteindre l'autre rive, et donc là il fait référence à la célèbre maxime du bouddhisme Chan, prendre le radeau pour traverser la rive, un outil pour aller de l'autre côté pour atteindre son but. Si on l'utilise pour renforcer l'État et pacifier ses frontières, alors, outre la diffusion et l'apologie de l'enseignement de mes maîtres, j'aurai atteint un but supplémentaire. Donc là, l'image du radeau qui permet d'atteindre notre rive est souvent utilisée dans le bouddhisme pour faire allusion à la méthode qui permet d'atteindre l'illumination, plutôt la méthode qui permet d'atteindre le fait de faire le vide dans la pratique. Dans son ouvrage, il parle d'ailleurs d'une soudaine illumination obtenue après une pratique assidue des techniques enseignées par un de ses maîtres. Ici, l'illumination doit être entendue au sens de maîtrise, donc le fameux kung-fu. Et la présentation du monastère de Shaolin par Chen Zongyou est également intéressante parce qu'il dit qu'il se situe entre le Wen et le Wu, donc entre l'équilibre entre la pratique et la théorie. En Chine, on sait que l'idée de complémentarité donc du Wen et du Wu, j'ai déjà évoqué tout à l'heure, c'est celle du corps et de l'esprit. Et donc, pour terminer, la spiritualité de la Chine s'est basée sur un développement conjoint du corps et de l'esprit parce que tout simplement, on ne fait pas de distinction, de séparation entre ces deux entités en Chine. À ce stade, on peut parler d'une notion qui n'est plus l'apanage des pratiquants des arts martiaux, des pratiquants d'arts martiaux, de l'art martial seul. On parle à ce moment-là d'introspection. Et c'est une voie classique dans toute pratique corporelle. Pour celui qui souhaite accéder à un niveau supérieur de maîtrise, on peut parler d'introspection chez les danseurs, chez les comédiens, chez les acrobates, chez les sportifs de haut niveau. Ils vont tous travailler une forme d'introspection lorsqu'ils souhaitent affiner leurs gestes, améliorer leur manière précise et sélective. Et donc encore une fois, une raison pour le pratiquant d'art martial de cultiver ce travail intérieur. Et donc là, il y a un autre petit texte qui est intéressant et qui n'a rien à voir avec la culture chinoise, mais qui est d'autant plus intéressant parce que c'est un ouvrage qui est un ouvrage occidental
et je vais ponctuer là-dessus. Et ce sont des lignes qui ont été écrites par le sieur Labatte, qui est maître d'armes à Toulouse en plus, au XVIIe siècle. Je ne vais pas vous le faire avec l'accent toulousain, mais franchement, je vous avoue que ça me... j'en ai vraiment envie. Qui expliqueront... qui expliquera au mieux le processus de rapprochement entre l'art martial et la spiritualité par l'intermédiaire du fameux Kung-Fu, donc cette recherche de réalisation de l'homme dans son art. Donc il dit, je cite, là c'est en français du coup, « La quête de cette harmonie du corps et de l'esprit fonde l'escrime, car elle met en scène une somme de règles physiologiques imperceptibles que seul l'exercice volontaire et discipliné permet de découvrir. À sa manière, le corps de l'escrimeur, comme la grande aventure scientifique du siècle qui vient de s'écouler, est un ciel à découvrir. Vous n'ignorez point que tout ce qui se fit dans la nature, soit par le mouvement des astres et des hommes, ne se peut faire que par des accords, ou par l'exercice sans cette unité, ou par l'harmonie, excusez-moi, j'ai souligné, ne peut se faire que par des accords ou par l'harmonie des corps qui les composent. Cela étant, comment peut-on faire un exercice sans cette unité ? C'est elle qui soutient également les hommes et les empires. Expérimental, l'art de bien tirer les armes rejoint un art de l'introspection où le retour sur soi s'impose pour vaincre l'adversaire, toujours moins redoutable que soi-même. Fort judicieusement, l'écolier remarque « Je comprends peu à peu que les difficultés que les sciences et les arts ne paraissent dans leur étendue qu'à proportion que l'intelligence en approche. Qualité que les gens d'exercice devraient rechercher. L'enveloppe charnelle devient le vecteur, l'outil relais qui doit signifier le travail de la volonté sur les organes et donner à voir une harmonie entre le corps et l'esprit. » Ça, c'est extrait d'un livre qui s'appelle « Croiser le fer, violence et culture de l'épée dans la France moderne ». C'est des recherches, évidemment, d'universitaires, et ça a été publié en 2002. Donc, on va encore un rapprochement du corps et l'esprit chez des pratiquants de l'art martial, mais dans une culture qui nous est beaucoup plus proche, parce que c'est la culture française, et c'est un escrimeur et un maître d'armes français qui écrit ça. Voilà, je vais ponctuer là-dessus, parce que j'ai déjà bien dépassé mon temps. J'avais encore, vous voyez, une bonne dizaine de pages là-dessus, mais on va s'arrêter là.